bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette deuxième conférence ce matin sur l'identité différenciante et donc l'attractivité des centres-villes médianes. Merci à nos 5 témoins et intervenants ce matin que je présenterai au fil de leur témoignage. Juste pour introduire justement cette thématique, le commerce de centre-ville, on le sait, a besoin de flux et de clientèle, que ce soit des actifs ou des habitants, pour exister. Les politiques d'aménagement et d'animation urbaine doivent donc aujourd'hui chercher à développer la singularité du centre-ville et affirmer une identité peu différente pour inciter à la fréquentation ou à la résidentialité. Que cherchent vraiment les habitants et les consommateurs? Quelle image ont-ils de leur centre-ville? Juste avant d'engager cette conférence, je voudrais, avec les personnes qui sont là, même si effectivement on n'est pas encore très nombreux, les ondes vont venir, et puis peut-être aussi avec nos conférenciers, si vous devez avoir en tête une ville qui a vraiment réussi ce challenge de la singularité, alors on ne va pas prendre Nevers, mais une ville qui a réussi ce challenge de la singularité, de l'identité différenciante, vous citeriez laquelle? Maxime? Je ne sais pas si ça marche. Non, si, ça marche. Ça marche. Ouais. D'accord. Moi, je citerai Cherbourg, en Cotentin. Cherbourg. Qui est une ville d'environ 200 000 habitants, je crois, et qui a beaucoup axé justement son discours au niveau de la ville sur le commerce de centre-ville et les commerces qui sont différenciants, notamment les commerces indépendants. Ils ont notamment fait une vidéo qui a cartonné en fait sur Internet pour montrer le centre-ville, ses commerces et ses habitants. Et puis aussi avec de beaux exemples de commerces qui fonctionnent. J'en suis la preuve parce que j'ai été visiter le centre-ville de Cherbourg avec les personnes de la collectivité. Et effectivement, voilà, c'est cet exemple-là qui me vient en tête. On fait tourner le micro? Fabien? Ben, écoutez, moi je serais tentée, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend. Bon. Moi je serais tentée de passer aussi, non pas que je sorte jamais de Nevers, mais voilà, j'ai peut-être pas, quand je vais sur d'autres villes, la même vision ou cette attention que porte ce monsieur sur ses visites. Donc voilà, je passe quand même en précisant que je sors de Nevers de temps en temps. Je passe mon tour parce que je ne suis pas qualifié pour citer une ville plutôt qu'une autre. Ne serait-ce qu'entre vacanciers. Des rues, ouais. Par exemple certaines rues à Mons ou à Namur en Belgique, parce qu'on a eu récemment des exemples qui ont été donnés lors d'un congrès franco-belge à Lille. Donc certaines rues qui arrivent à contribuer à la différenciation, mais dire qu'une ville est meilleure qu'une autre, là je ne sais pas. C'était pas ma question, hein. C'était vraiment de savoir quelle ville pour vous avait vraiment réussi ce pari de la singularité ou de l'attractivité. J'aurais tendance à dire elles sont toutes dans le chemin. Elles n'ont pas encore réussi. Ok. Moi, je voudrais préciser qu'effectivement, quand on sort, qu'on va dans d'autres villes de même taille que Nevers, malheureusement, on a plutôt tendance à voir les mêmes problèmes et à se tourner tous vers trouver une solution. Justement, c'est le sujet d'aujourd'hui, trouver une identité et comment revitaliser nos centres-villes. On va y venir du coup. Pourquoi je passe à mon tour? Parce que je pense que cette ville formidable, elle n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire que confrontée à des défis qui sont plus qu'impressionnants, souvent il faut rappeler que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que 3 ou 4 générations, voire 5, cohabitent. Qu'on nous promet que l'être humain qui va vivre 1000 ans est déjà né, et qu'on est sur cette question-là une vraie interrogation sur ce que doit être une politique du grand âge, qui n'existe pas aujourd'hui, en tout cas pas clairement. Si on y rajoute la question du changement climatique, où on nous dit il y a des villes vertes, des villes écolos, oui d'accord, mais il faut faire les vieux, il faut faire l'écologie. La question du travail, c'est la même chose. On sait aujourd'hui, ou plus exactement, on ne sait pas quels seront les métiers de demain. Quand je dis demain, c'est dans 10 ans. 50% des métiers qui vont exister dans 10 ans sont aujourd'hui parfaitement inconnus. On y rajoute, c'est un peu quelque part en sous-texte,
l'objet de la journée ici. On a un philosophe qui s'appelle Michel Serres qui nous dit il y a eu 3 grandes révolutions dans l'humanité, l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie et l'Internet. Comment on domestique tout ça et qu'on n'est pas simplement dans de la déclinaison d'usages qui sont certes très intéressants, mais qui aujourd'hui ne répondent pas à la problématique clairement posée. Et puis, mais on y reviendra, je suppose que je suis là pour ça, en France en tout cas, c'est un moment particulier puisque l'exode urbain a remplacé l'exode rural. Pendant 150 ans, les gens quittaient les campagnes pour aller dans les villes. Aujourd'hui, on sait, je parle des grandes villes, qu'il y a à peu près en France 300 000 personnes qui quittent les grandes métropoles pour revenir à la campagne. Il y a eu, il y a quelques semaines maintenant, un sondage sur l'envie de campagne des citadins. 85% d'entre eux disent vouloir venir vivre à la campagne. Donc ces 5 sujets de transformation brutale à l'échelle de la planète et singulièrement de notre pays transforment totalement ce que doit être la ville rêvée, la ville formidable que tu évoques. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Messieurs, ça ne vous gêne pas qu'on donne le micro à madame en premier? Parfait. Pierrette Concile, Neuversoise de naissance et commerciale dans l'âme. Vous avez exercé plusieurs professions commerciales, la banque, l'immobilier, le commerce de détail. Et vous connaissez très bien le tissu local. Depuis 2015, vous êtes adjointe au maire, déléguée au commerce de proximité au quartier Cœur de Ville. Pierrette, quelle est la physionomie du commerce de centre-ville à Nevers par rapport à celui de la périphérie, pour faire effectivement le lien avec l'identité différenciante du centre-ville? Et comment la municipalité oriente-t-elle le positionnement commercial du centre-ville? Oui, donc bonjour. Je ne sais pas si je vous ai dit bonjour tout à l'heure. Juste un tout petit peu plus près du micro. Donc en centre-ville, on a une mixité de franchises et d'indépendants. Et peu d'alimentaires, ce que je déplore, parce qu'on sait aussi que c'est ce qui draine et qui génère un flux en centre-ville. Beaucoup d'équipements de la personne, c'est-à-dire santé, beauté, loisirs, vêtements, etc. Donc une des grosses problématiques du centre-ville aujourd'hui, c'est qu'on a quelques porteurs de projets. On a malheureusement encore beaucoup de loyers trop élevés, de propriétaires qui parfois n'ont pas vraiment conscience, parce qu'ils ne sont pas résidents ici, des tarifs exacts des loyers qu'ils devraient mettre en place. Et puis aussi sur l'implantation par exemple de franchises, des locaux qui ne sont pas adaptés. Donc ça fait quand même pas mal de petits soucis à régler. Notamment par exemple sur les franchises qui potentiellement seraient intéressées, même si je ne suis pas à fond sur mettre que de la franchise en centre-ville, bien au contraire. Je pense qu'il faut vraiment mixer encore davantage sur les indépendants et les franchisés. Et le problème, c'est des locaux qui sont petits, souvent, qui ne présentent pas les surfaces nécessaires pour des implantations, je veux dire un peu plus d'envergure, qui cependant sont très attractives et amènent du monde. Il y a un manque de linéaire de vitrines aussi qui va de pair. Et donc concernant l'alimentaire, qu'on trouve très peu aussi en centre-ville, qui est pourtant un vecteur de flux, c'est l'habitat qui malheureusement n'est pas forcément en bon état. Donc je ne veux pas non plus noircir le tableau, mais cependant, quand on a un centre-ville dont les logements sont plus remplis, je pense qu'on a une meilleure consommation aussi sur le centre-ville, notamment sur l'alimentaire, ce qui après amène des gens à s'installer ou même à ouvrir une deuxième boutique dans le centre. Que dire d'autre sur le commerce en centre-ville? Au niveau de la ville, on a quand même une bonne équipe étoffée alors au niveau de l'agglo, un manager de commerce, au niveau de la ville, un manager commerce qui est plutôt en charge des porteurs de projets avec un vrai accompagnement. Monsieur Lehmann me parlait tout à l'heure d'une fleuriste qui s'est installée sur une toute petite place. Et typiquement,
quelqu'un qui avait envie de s'installer à Nevers, qui ne trouvait pas de locaux, qu'on a accompagné, avec qui on a négocié le tarif du loyer jusqu'à temps que ça rentre dans son budget, et qui, quand elle s'est installée, finalement, a généré un flux d'autres porteurs de projets qui se sont installés au même endroit, mais qui n'est pas une zone numéro 1 dans notre ville, c'est-à-dire pas la zone prioritaire commerce, c'est-à-dire pas la rue piétonne. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on a plus de difficultés à remplir les locaux vacants de la rue piétonne que sur les places périphériques où les propriétaires ont pris conscience que le loyer était trop élevé, qui ont vu une autre boutique s'installer. Après, c'est un cercle vertueux, hein. Donc voilà, sur l'identité, parce que moi je vois aussi dans le titre de ce débat, l'identité différenciante. Alors c'est vrai que il y a quelques années en arrière, toutes les villes de France avaient une identité différenciante via souvent une spécialité alimentaire. On savait que Dijon c'était la moutarde, que Montélimar c'était le nougat, etc. Bon. Certains ont réussi à conserver ça, ce qui quand même génère un petit flux. Je ne dis pas c'est l'intégralité de leur flux. Nous, on avait quand même, et on a toujours un patrimoine historique remarquable, et on avait quand même nos métiers d'art hein, qui malheureusement sont en perte de vitesse et que personnellement, j'aimerais bien voir redynamiser comme étant aussi un vecteur de flux dans le centre-ville. Bon, malheureusement, on a un centre-ville aussi qui est éclaté en 3 pôles. Et ça, je pense que les visiteurs, les personnes qui ont participé au sommet ici s'en sont rendus compte. C'est que quand on est vers le Palais Ducal, on n'est pas dans le cœur commerçant de la ville. Et comment faire, alors on rejoint le sujet d'avant, comment faire du lien entre le cœur historique, le cœur commerçant et le cœur plus culturel avec la médiathèque Café Charbon. Voilà ce que j'avais à dire sur l'identité différenciante, mais le fait est que le sommet d'ici, je pense que, et moi j'en avais moins conscience que vous, qu'effectivement on n'est qu'aux prémices de toute la nouvelle technologie qui pourra s'adapter à nos cœurs de ville et changer notre façon de vivre dans nos villes médianes, aussi bien sur la mobilité que sur le commerce, que sur comment on peut faire aussi du commerce sans sortir de chez soi, mais avec nos commerces locaux. Tout cela concourt à l'attractivité effectivement d'un centre-ville. Merci beaucoup Pierrette Concile. Je suis ravi d'accueillir Fabien Bazin, on se connaît depuis des années avec Fabien pour le travail que tu mènes sur les villages du futur dans le pays Nivernais-Morvan dont tu es vice-président, maire de l'Orme aussi, vice-président aussi du conseil départemental et concepteur du bouclier rural. Donc on a bien entendu effectivement tes propos par rapport à la ruralité qui gagne en attractivité, convaincu aussi que l'avenir appartient aux territoires ruraux qui prennent la volonté de faire. À l'Orme, petite ville de moins de 1500 habitants, donc effectivement tu ne rentres pas dans la catégorie des villes moyennes de l'INSEE, entre 20 000 et 100 000, mais par contre, tout ce que tu as pu tester avec les habitants pour façonner un nouveau modèle très original de développement nous intéresse, Fabien. Quelle est la stratégie des villages du futur ? Dans le droit fil de ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui peut paraître un peu ambitieux, aujourd'hui je crois que la responsabilité des uns et des autres, que ce qu'on soit un village ou une petite ville de 1500 habitants, on se plaît à s'appeler petite ville parce qu'on a une offre de services qui est à l'équivalence de ce qu'on peut trouver dans des bourgs plus importants, qu'on soit une capitale départementale comme Nevers, c'est bien à ces questions-là qu'il faut répondre. Le défi du vieillissement, le défi climatique, le défi de l'emploi, du nouvel emploi, comment on l'imagine, le défi de l'Internet bien sûr, et le défi de la manière de clipper avec beaucoup de douceur et de bienveillance ceux qui reviennent dans les villages, ceux qui y viennent et ceux qui y sont depuis des années et qui ont tenu la baraque, je pense notamment aux commerçants. Et là on a tous une image d'Épinal qui consiste à dire que les territoires ruraux, les petites villes et les villages sont au fond dans ce mouvement, ce flux séculaire qui ne s'arrêtera jamais et qui se terminera, si on écoute
un peu ce que les uns et les autres disent, par un total désert où il n'y aura plus personne. Parce que quand on vous dit c'était compliqué hier, c'est terrible aujourd'hui et ce sera pire demain, ce qui est en général le discours du commerçant de base, où est l'avenir? Et l'action publique, elle consiste évidemment à pas être dans cette forme de résignation, mais, et surtout, et c'est un peu la touch, la marque de fabrique de ce qu'on essaye d'imaginer autour des villages du futur, c'est d'abord et avant tout cette capacité à écouter et à entendre. Donc, la méthode, elle est au fond relativement simple. Comment, avec une équipe composée d'un architecte, d'un paysagiste et d'un designer de service, c'est-à-dire des gens qui appliquent les méthodes du design de Stark qu'on connaît tous, hein, la fourchette ou le tabouret, aux politiques publiques, on va, pendant 6 mois, 1 an, discuter avec les habitants du territoire concerné. Et pas dans la salle du conseil municipal, on va plutôt dans un bar, on va plutôt là où les gens sont, parce que ceux qui viennent dans les réunions publiques, c'est toujours les mêmes, et on en perd en général 60%. Donc on est dans cette phase d'écoute. Et ensemble, on va à la fois réfléchir le village à 5 ans, 10 ans, 50 ans, en se laissant aller totalement, avec des outils de soutien. Chez nous, par exemple, on a fait venir à 2 reprises, pendant 1 semaine ou 15 jours, des écoles d'architecture de Lyon et de Paris. On leur a donné des papiers, un crayon, et ils ont imaginé l'arrêt de bus du futur. Ils ont imaginé l'habillage de la ville, en se laissant totalement aller avec des projets qui étaient probablement, qui sont d'ailleurs complètement irréalistes. Mais le simple fait de mettre les habitants en dialogue avec ces images, avec ce futur qu'on leur propose quand on a un regard extérieur, ça déclenche des tas de choses. Et donc ce travail collaboratif, il se poursuit pendant, on va dire, 1 année, et on y pose un certain nombre de jalons, de réalisations concrètes même. Dans le village du futur, c'est tout aussi important de remonter la fanfare municipale que d'être raccordé à la fibre optique à l'habitant, ce qui est le cas chez nous. On a expérimenté ça pour le compte de la région Bourgogne. Les 2 aspects sont extrêmement importants. Il faut être dans l'équilibre total, encore une fois, entre ceux qui étaient là, qui sont là, et ceux qui arrivent ou qui ont une demande de plus de modernité. Tu es quand même, excuse-moi, tu es quand même en train de nous dire que là où on parle aujourd'hui d'innovation technologique, il y a une innovation extrêmement sociale, puisque vous invitez les habitants à construire la ville ou le village de demain, ce qui est quand même particulièrement innovant. Mais bien sûr, la technologie, encore une fois, c'est un outil, et ce n'est qu'un outil. D'ailleurs, elle change. Hein. On se souvenait des téléphones soviétiques qu'on avait il y a 15 ans, et puis des ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ceux qu'on aura demain. La voiture autonome, y compris en zone rurale, on essaye d'expérimenter ça aussi. Ça va être une réalité extrêmement rapidement. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, encore une fois, il faut revenir au vrai problème. Qui, parmi nous, a aujourd'hui envie d'aller vivre dans une maison de retraite? On appelle ça même un EHPAD, je n'ai pas trop compris pourquoi, tels qu'ils existent aujourd'hui. Personne. Qui dit il faut rester au domicile parce que c'est mieux. Les conseils départementaux disent ça, je m'occupe un peu de ces sujets, sauf que quand on regarde au niveau du pays entier ce qu'on privilégie en termes de moyens entre la maison de retraite et l'hôpital, c'est 2/3 pour la maison de retraite et c'est 1/3 pour le maintien à domicile. Comment on va inventer alors des lieux où on construit le chaînon manquant entre ce fameux maintien à domicile et la maison de retraite? Bon, c'est des résidences de service, des résidences seniors. Ça contribue de l'attractivité, de la modernité aujourd'hui d'un village rural. Comment aussi on va mettre en dialogue le service d'aide à domicile et le service de soins à domicile? Ça aussi, c'est un élément d'attractivité. Parmi nous, aujourd'hui, enfin, en tout cas pour les générations qui sont les nôtres, il va falloir à la fois s'occuper de ses parents âgés et des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'aidants, comme ça qu'on les appelle, un mot aussi qui n'est pas forcément formidable. Qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce qu'on leur réserve comme espace de répit? Donc le village du futur, il est sur toutes les balles à la fois. Et les balles, c'est notre vie quotidienne. La question du travail, on l'a évoqué, c'est extrêmement intéressant. Moi, les chiffres que j'ai qui datent un peu, le télétravail, dont tout le monde se gausse, comme on disait il y a quelques temps, Europe. Aujourd'hui, on dit télétravail. En France, c'est 7% des salariés. La moyenne européenne, c'est 13%. Et on nous dit que dans une dizaine d'années, 20% des salariés français seront en télétravail. Ok.
D'accord, banco. Concrètement, comment on fait? Dans le village rural que j'anime, on a un centre de télétravail qui est rempli. On est en train de faire atterrir un espace de maker, c'est les mots, les malheureux anglicismes qu'on connaît, qui est aujourd'hui à Montreuil, qui vient d'ouvrir à Marseille, qui sera à Lorme demain, avant Nantes et Grenoble. Lorme au milieu de ces grandes métropoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens, ces espaces de travail, de formation des artisans au métier du numérique, qui sont labellisés Grande École du numérique, quand ils sont dans des villes, des métropoles ou en tout cas des capitales régionales, ils ont besoin d'avoir cet espace de respiration à la campagne, parce que quand on veut se mettre en mode créatif, quand on veut sortir du métro, et je le dis aujourd'hui, je pense que la vie en grande métropole est invivable, en tout cas n'a pas l'avenir qu'on lui souhaite, mais ils ont besoin de cette oxygénation, de cette respiration campagnarde. Et c'est comme ça qu'on progressivement, qu'on construit un avenir à des territoires ruraux qui sont en mode accueil. Voilà. Merci Fabien pour ce bol d'air avec les villages du futur. On s'est pas tant éloigné que ça de l'innovation et de la technologie finalement. On va revenir vers un secteur vraiment technologique avec Maxime Bedon. Vous êtes cofondateur et responsable d'une start-up, un développement et partenariat de petit commerce, qui accompagne les commerces de proximité indépendants dans leur transformation numérique et les aide à gagner des clients grâce au digital via votre plateforme, petitcommerce.fr. C'est ça, voilà, petitcommerce.fr, exactement. Voilà. Question Maxime, quels services les commerces de centre-ville peuvent-ils apporter pour se démarquer des périphéries? Parce qu'on est bien, on sent bien ce clivage entre commerce de centre-bourg, commerce de périphérie, et à quels besoins de la population les commerces de centre-ville doivent-ils répondre aujourd'hui et demain? Alors c'est vrai que plutôt que de prendre la question par le type de service que peuvent apporter ces commerces, moi j'aimerais parler plutôt de type de commerce et type de concept qui peut justement attirer les consommateurs dans les cœurs de ville, dans les centres-villes. Sur la typologie de commerce qui peuvent justement vraiment permettre à un centre-ville de se différencier, c'est vrai que je vous rejoins tout à fait dans ce que vous disiez tout à l'heure sur il faut du commerce vraiment spécialisé. C'est ça qui va attirer aujourd'hui des personnes qui vont faire la démarche d'aller dans les centres-villes plutôt que dans les périphéries. C'est de pouvoir retrouver des commerces spécialisés, des commerces qui vont être sur des niches. Et c'est ça qui va vraiment faire en sorte que les gens vont faire l'acte de se déplacer en centre-ville pour trouver quelque chose qu'ils ne vont pas pouvoir trouver ailleurs. Et donc effectivement, ça nous on le constate bien par exemple sur notre plateforme qui s'appelle petitcommerce.fr. On voit que ce qui est recherché le plus par les consommateurs, ça va être des commerces qui vont être sur des niches. Je vous donne un exemple, par exemple ça va être une boutique de prêt-à-porter qui commercialise un vêtement très très précis et les gens du coup vont vraiment rechercher ce type de boutique. Donc ça peut vraiment exister des boutiques spécialisées dans toutes les villes, y compris les villes médianes. Je prends un exemple très concret à Nevers. Moi, je ne connaissais pas la ville de Nevers. J'ai découvert qu'il y avait une petite spécialité culinaire au niveau de la nougatine. Alors, je me rappelle plus le nom de la boutique qui propose ça, mais depuis plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années, je crois. Le Négus. Voilà, le Négus. Effectivement, je ne savais pas, mais je suis passé devant la boutique. Voilà, c'est ce genre de boutique spécialisée que peuvent avoir tous les centres-villes en France, y compris dans les petites villes, qui peuvent attirer des gens. Et ça souvent aussi c'est le fait justement de commerces de proximité indépendants. Effectivement on voit que les centres-villes les plus dynamiques aussi, c'est les centres-villes qui concentrent le plus de commerces de proximité indépendants. Donc ils vont pouvoir vraiment se différencier d'une ville à l'autre pour justement faire venir des gens. Sur le type de concept maintenant, c'est vrai que les consommateurs, parce que c'est aussi là le cœur du sujet, ce sont les consommateurs. Les consommateurs, ils attendent aussi des nouveaux concepts de commerce. Je vais vous prendre un exemple de concept de commerce qui cartonne et qui peut cartonner pareil dans toutes les villes de France, y compris les villes médianes. Ça va être les commerces qui proposent des circuits courts, les magasins de producteurs. Donc ça s'adapte très très bien justement aux villes médianes, puisque généralement il y a de l'agriculture à côté, il y a des personnes qui produisent, et donc ça les consommateurs sont très très demandeurs. Donc il y a ce type de commerce, mais il peut y avoir aussi des commerces qui vont proposer par exemple ce qu'on appelle des commerces transversaux. Par exemple, donc ça va être un mix entre des commerces qui vont proposer plusieurs choses. Je vous donne deux exemples très simples. Ça va être par exemple une librairie qui va proposer un espace café, salon de thé pour accueillir sa clientèle.
Ça va être une boutique de jouets qui va proposer un petit espace pour faire des démonstrations auprès des enfants. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle des commerces transversaux et qui vont pouvoir vraiment attirer les gens dans le centre-ville. Et puis un dernier exemple, ça va être les nouveaux commerces aussi qui proposent des sortes d'ateliers aussi pour inciter les gens à venir avoir des expériences dans les commerces, donc vraiment concrétiser et venir, par exemple ça va être des ateliers de réparation ou de vente de vélos et qui vont proposer un petit atelier à côté pour réparer son vélo. Voilà. Donc c'est des commerces qui vont pouvoir se différencier et c'est souvent le fait de commerçants indépendants. Voilà, pour répondre à votre question. Naïvement, je ne sais pas si c'est naïf, mais moi c'est vrai que dans ce que je recherche dans un commerce de centre-bourg, c'est aussi le contact humain avec le commerçant. Voilà, alors effectivement, ça c'est la deuxième partie de votre question. Qu'est-ce que recherche le consommateur? Encore une fois, il faut que le commerçant il axe vraiment sur ce qui fait sa différence, c'est-à-dire que le commerçant c'est avant tout une personne humaine, donc il faut qu'il apporte du conseil, de la valeur ajoutée, il faut qu'il apporte du service, du conseil personnalisé, et c'est ce qu'attendent les consommateurs aujourd'hui, c'est le contact humain avant tout, et c'est ce qui va faire que justement les commerces de centre-ville, nous on est persuadés, ont un grand avenir parce que justement la vente en ligne, les enseignes généralistes ne proposent pas du conseil sur mesure, ne proposent pas du conseil personnalisé. Donc voilà, on est persuadés, on est hyper positif là-dessus, sur le fait qu'il y a beaucoup d'atouts pour les commerces de proximité en centre-ville. Merci Maxime. Donc proposons une expérience, proposons une rencontre aussi avec un commerçant. Et ça a juste un petit clin d'œil à une opération qu'avait lancée les vitrines de Nevers, je crois il y a 3 ans. Sur les vitrines à l'envers, qui était une opération signalétique où il y avait un panneautage en centre-ville qui montrait les commerçants de Nevers, mais tels qu'ils sont eux, en les présentant avec une de leurs passions. Alors on avait des pêcheurs, on avait je sais plus quoi, mais on avait des jardiniers, effectivement des pêcheurs, je me souviens plus, mais des cyclistes. Enfin, l'idée c'était de montrer le commerçant différemment et dans son quotidien, quand le dimanche il ouvre pas sa boutique, qu'est-ce qu'il fait en fait. Et voilà, on avait, je me souviens, il y avait un commerçant qui faisait des maquettes. On n'avait aucune conscience. Donc l'intérêt c'était que ses collègues commerçants soient un peu plus au courant de la vie, enfin quelles étaient les passions de son collègue. Et puis évidemment l'autre côté intéressant, c'était de montrer à nos clients qu'on ne pensait pas qu'à notre caisse à longueur de journée, mais qu'on avait une vie et qu'on était aussi des commerçants citoyens et des commerçants dans notre ville. Justement, effectivement, merci, si je peux rebondir, effectivement, c'est quelque chose de très important, la mise en valeur des commerçants, et c'est quelque chose que devrait faire toute collectivité, mettre en valeur ses commerçants, parce que c'est ce qu'attendent les gens, c'est l'humain avant tout. Et je reprends l'exemple que j'ai donné en tout début de conférence, c'était sur l'exemple de Cherbourg en Cotentin. Eux, ils ont fait justement un affichage comme ça, ils ont mis les commerçants de leur ville en avant, avec en plus des petits jeux de mots à chaque fois sur la poissonnière qui garde la pêche, sur voilà, d'autres exemples. Donc nous, on trouve ça vraiment hyper intéressant. La campagne, elle a eu un très bon succès auprès des habitants, qui d'ailleurs parfois ils demandaient est-ce que c'est bien les commerçants de la ville ou est-ce qu'ils ont été ils étaient surpris en fait des commerçants eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est quelque chose que peuvent faire n'importe quelle collectivité en France, à la portée, j'ai envie de dire, de toute ville. Voilà, pour des coûts assez mesurés et voilà, mettre en avant le côté humain des commerçants des centres-villes. Merci Maxime. Je vais juste me permettre, Jean-Pierre Lehmann est habitué avec moi depuis ce matin, je vais juste me permettre une inversion pour finir avec vous Jean-Pierre, si vous permettez bien. Donc juste passer sur Jean Sampé pour aborder le thème de la franchise. Donc Jean Sampé, vous avez débuté dans la franchise en 1975 dans l'animation et le développement de réseaux. Vous avez créé AC Franchise en 89. Vous me direz hein, si mes notes sont pas très justes. Hein. Et vous êtes membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise. Conférencier sur la franchise et le commerce associé en Europe, Russie, Inde et au Maghreb. Et cofondateur aussi de l'International Franchise Consultant Network. Vous êtes également consultant auprès du ministère du Commerce des États-Unis d'Amérique. Donc merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui le fondateur de Franchise Business Club, créé pour les échanges d'expériences et de savoir-faire entre franchiseurs, réseaux commerciaux et apporteurs de solutions.
Donc, la question qu'on se pose quand même, c'est comment les villes médianes, dites moyennes, entre 20 000 et 100 000 habitants, peuvent-elles se faire une place dans le monde de la franchise? Alors, la première chose qu'il faudra souligner, c'est la différence dont ont besoin, enfin les deux moyens différents dont ont besoin des villes, à savoir la différenciation, l'originalité, la personnalisation, la localisation et l'attractivité. Donc, on sait très bien que dans une ville, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des enseignes attractives qui correspondent aux besoins des gens, mais surtout que les gens identifient comme une réponse à leurs besoins. Et là, il faut de la communication, il faut un poids d'enseigne. Et là, dans ces grandes enseignes, on va trouver des succursalistes et des franchisés. La différence, c'est que le succursaliste, c'est une société nationale, que la richesse, entre guillemets, les revenus vont quitter la ville, sauf si on a le siège social, évidemment, à Nevers, alors que dans le cadre de la franchise, on va participer non seulement à la richesse de la ville et aux revenus de la ville et de ses commerçants, mais on va également permettre de travailler l'attractivité. Et il ne peut pas y avoir de différenciation rentable s'il n'y a pas attractivité. L'attractivité, elle se fait par la différence, mais elle se fait aussi par le poids de ces enseignes qui sont capables de limiter l'évasion fiscale, j'allais dire. Non, l'évasion commerciale. L'évasion fiscale, ça c'est... avec les grandes enseignes étrangères qu'on connaît, ça existe. Donc il faut qu'on comprenne bien qu'il y a une complémentarité, un équilibre que chaque ville doit trouver entre les enseignes nationales, en préférant des franchisés plutôt que des succursalistes, parce que l'argent reste sur place, une grande partie en tout cas, et l'originalité apportée par les enseignes locales. Alors première chose, comment on fait pour avoir des enseignes nationales qui viennent? Et deuxième point, comment on fait pour susciter des franchises, des réseaux de franchises à partir des commerçants locaux pour les rendre plus puissants et plus résistants. Donc pour attirer des enseignes nationales, la première chose qu'il faut, c'est une volonté. Et cette volonté, elle peut venir des commerçants, de l'Union des commerçants, mais elle viendra surtout des élus. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc il faut une volonté, un plan d'urbanisme commercial, des volontés pour avoir telle et telle rue qui vont se développer dans tel et tel domaine, un peu comme le fait un centre commercial, qui a un avantage, c'est d'avoir le contrôle de ce qu'on autorise à tel et tel endroit. Mais il faut une volonté, et il faut que cette volonté soit expliquée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de communes où la volonté existe peut-être, mais elle n'est pas quantifiée, elle n'est pas mesurée, et elle n'est pas facilement identifiable et compréhensible par les grandes enseignes. Cette perte de temps cause une déperdition importante dans l'intérêt des franchiseurs pour la ville et dans la capacité des franchisés potentiels pour trouver cette information. Donc, une volonté, un plan cohérent avec une étude des commerces qui sont nécessaires, les implantations souhaitées, sachant qu'on ne maîtrise pas la totalité, c'est loin d'être évident, et 4, la possibilité de trouver facilement l'information. Maintenant, pour le deuxième point, ce qu'il faut voir, c'est que la franchise, c'est un moyen de... pourquoi la franchise, ça marche? Un franchisé, il a deux motivations. Copier une formule qui marche et limiter ses risques. Ces motivations sont toujours là. Après, on peut choisir tel ou tel métier, mais ces motivations sont toujours là dans tous les cas. Limiter ses risques et copier une formule qui marche. Or, nous avons dans les communes, dans toutes les communes, des commerçants qui fonctionnent. Et ces commerçants qui fonctionnent sont seuls. Ils sont commerçants indépendants, isolés, par opposition à commerçants indépendants franchisés. Parce qu'on est indépendant quand on est franchisé. On accepte des contraintes pour bénéficier de certains avantages, mais on est indépendant. Donc ce qu'il faut, c'est donner la possibilité à ces commerçants indépendants isolés de rencontrer d'autres commerçants, d'étendre un réseau pour pouvoir communiquer plus facilement, pour pouvoir gérer des réseaux, créer des réseaux à partir de la ville de Nevers par exemple, pour pouvoir s'étendre, pour pouvoir avoir des parts de marché plus importantes, se payer des informatiques plus intéressantes. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut développer dans un centre-ville notre propre modèle de franchise? Non, pas dans un centre-ville. À partir d'un commerçant d'un centre-ville, on pourrait très facilement, et c'est une proposition que nous faisons qui est très concrète dans le club, c'est dire, rencontrons des commerçants qui réussissent localement et qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas la compréhension de ce qu'il faudrait faire pour se solidifier à travers la création d'un réseau. Sachant qu'il y a deux types de réseaux. Vous avez le franchiseur,
c'est-à-dire celui qui crée un réseau à partir de ses propres investissements et qui en est le propriétaire, pas propriétaire des unités franchisées, mais propriétaire du concept, et le coopérateur, c'est-à-dire celui qui dit, moi je suis boulanger à Nevers, eh ben, ça m'intéresse de rencontrer un boulanger à Dijon, de rencontrer un autre à Cannes, et à partir de nos originalités, de créer un réseau de gens qui ont en commun leur amour du travail bien fait, leur amour de l'originalité, des bons produits, etc., etc. Donc on n'est pas obligé de créer un réseau à partir d'une similitude totale. On peut créer des réseaux à partir de points communs qui peuvent nous permettre, par l'informatique, par l'Internet, etc., de créer des réseaux mettant en avant des originalités locales. Voilà ce que je voulais dire essentiellement. Merci Monsieur Sampère. Je vous en prie. Jean-Pierre Lehmann, qui est avec nous depuis 2 jours, énergique visionnaire impliqué dans le monde du commerce de centre-ville depuis plus de 50 ans et porte-parole reconnu de la Voix du commerce. Jean-Pierre, vous êtes le fondateur en 91 de l'association des vitrines de Nancy en partenariat avec la ville et les consulaires, et c'est en 93 que vous avez l'idée de dupliquer cette expérience au niveau national. C'est ainsi que naît la Fédération nationale des centres-villes, communément appelée les Vitrines de France. Vous assurez encore aujourd'hui en tant que président cette mission au quotidien avec énergie et enthousiasme. Quel doit être, Jean-Pierre, le positionnement commercial des centres-villes aujourd'hui? Quelles sont les forces qui vont attirer les clients? Bien, je crois que, en fonction de ce que j'ai entendu, parce que bon, la sono ça résonne beaucoup. Beaucoup de choses ont été dites déjà ici par les uns ou par les autres, et donc il ne me reste pas grand chose à ajouter. Ceci étant, moi je me mets toujours en tant que commerçant à la place du client, et le client aujourd'hui il a un choix considérable. Alors il est sollicité, informé et tout, et il peut acheter dans le monde entier, il peut acheter en périphérie, il peut acheter dans les drives, il peut acheter dans les centres-villes, il peut acheter partout. Et notre rôle au niveau de l'organisation du commerce de la ville, il est quelque part d'être un peu différent. Alors je ne dis pas que c'est une uniformité dans toutes les villes. Bien sûr, à chaque ville va correspondre un type ou un autre type de commerce, soit par la taille, soit par le produit. Ce qu'il faut, et ça rejoint un peu l'atelier précédent, c'est l'attractivité d'une façon générale et l'accessibilité de la ville qui va être, en fonction de sa taille, relativement différente. Il y a une chose que personne ne nous prendra dans les cœurs de ville, c'est le contact humain. L'accueil, le service, le sourire et la compétence. Là, Internet, ils sont pas bons, forcément. Les grandes surfaces, ils sont pas bons, forcément. Les grands centres commerciaux inhumains, ils sont pas bons. Nous, on peut l'être. Sous réserve qu'on ait les commerçants capables de le faire. Beaucoup de commerçants aujourd'hui n'ont pas encore saisi l'importance de se renouveler. C'est pas que je veux dire qu'il ne faut pas que tous les magasins se modernisent et changent. Bon, je me promenais un petit peu dans la rue de Nevers, on a parlé d'un fleuriste qui s'est installé à quelques mètres d'ici. C'est une fleuriste, j'ai pris des photos, je lui ai demandé de m'envoyer les photos de manière à ce qu'on la publie sur le site. Elle est géniale. Elle travaille jour et nuit, j'ai l'impression, mais elle a une boutique géniale. Et puis en remontant la rue, sur la gauche, il y a un magasin qui s'appelle Le Pacha. Et donc je suis allé acheter des clopes, parce que c'est un bureau de tabac, Le Pacha, marqué tabac. Sauf qu'à l'intérieur, on y vend des sacs, des bijoux, de la parfumerie, enfin des tas de choses comme ça. Et il a conservé sa façade ancienne, rien que sur l'entrée, là où c'est marqué sur la mosaïque Le Pacha, la porte d'entrée, école Art Nouveau, et à l'intérieur, l'aménagement du magasin, ça vous ne le trouvez pas ailleurs. Il y a de l'histoire qui passe par là. Il y a une histoire complète qui est en train de passer vis-à-vis du consommateur. Et moi, c'est peut-être mon âge qui fait ça, mais j'ai eu envie de rentrer dans ce magasin parce qu'il a un accueil déjà. Avant de rentrer, on est intéressé, on est curieux et il y a tout ça. Donc, bien sûr qu'il va falloir travailler sur tous ces concepts-là qui sont des tas de choses. Ça vient d'être dit aussi par Maxime. C'est
des commerçants bien sûr, mais ça peut aussi être d'autres gens qui jusqu'à présent n'ont pas eu accès à la ville. Je pense beaucoup aux artisans parce que ils sont souvent en périphérie des villes. Et s'il y a une chose que le consommateur adore, c'est voir travailler un artisan. Et il emmène ses gosses même pour montrer comment travaille un artisan. Ça a été évoqué dans un magasin de sacs. On peut avoir un sellier qui va travailler devant les clients, ça va intéresser tout le monde. La mercerie de Nevers, moi j'en parle partout dans mes colloques en France, la mercière de Nevers qui avait 50 mètres carrés, qui était à l'étroit, qui est sur Internet et qui vend des fermetures éclairs, des plottes de laine dans le monde entier, enfin dans toute la France, et qui a ouvert une surface plus grande à Nevers parce qu'elle n'avait pas la place et elle a mis des ateliers de couture, de broderie, de choses comme ça qui ne désemplissent pas et en même temps les gens consomment. Et le concept de Nevers, ben, je l'ai vu à Aulnay-sous-Bois. Une jeune, cette fois-ci, qui a ouvert une mercerie. Alors on se dit mercerie, c'est un métier du passé? Non, c'est un métier qui revient à la mode. Et si on sait bien saisir les tendances et les avis des consommateurs, on a des tas d'opportunités dans tous les domaines. Ça rejoint pleinement. Alors, il y aura des échecs, il y aura des concepts qui vont vivre quelques semaines, quelques mois, quelques années et qui vont se renouveler eux-mêmes. Mais s'il y a un maître mot à dire, c'est l'innovation en permanence. Et se mettre un peu dans la place de nos clients et savoir ce qu'ils recherchent. Ouais. Ce qu'ils ont par ailleurs, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher à les convaincre. Par contre, ce qu'ils n'ont pas et ce qu'ils voudraient découvrir, c'est effectivement ce qui correspond à la ville. On a une force extraordinaire dans le cœur de ville. On a ce patrimoine qui est là. On a cette envie de la ville. Quand on veut faire la fête, où est-ce qu'on va? On ne va pas sur le parking de Leclerc ou de Coran, on vient en centre-ville. Parce que c'est là où on rencontre les gens. Et ce n'est pas forcément des commerces qu'il va falloir mettre. C'est aussi des lieux, des espaces de rencontre, de convivialité, où on va rencontrer des gens qui vous ressemblent, où on partage les mêmes sources d'intérêt. Regardez les Geek Café, regardez les bars à chats, les ronrons café, ça s'appelle comme ça. Les gens qui aiment les chats, ils vont boire un coup là, prendre une tasse de thé plutôt, parce qu'en général c'est une clientèle un peu âgée, hein, et elles parlent de leur passion commune, qui sont les chats. Il y a les bars à chiens maintenant qui arrivent. Hein, donc au Japon, il y a les bars à chouettes. Alors vous voyez où est-ce qu'on va. En tous les cas, pourquoi je suis hyper optimiste pour les centres-villes? C'est parce que personne ne fera ça, hormis dans les centres-villes. Parce qu'on a le cadre pour le faire. Maintenant, il faut que les commerçants, sans négliger les nouvelles technologies, se mettent à la page aussi et mettent ces nouveaux concepts dont on a besoin. Merci Jean-Pierre. Et on sent vraiment avec vos 5 témoignages toute l'importance des commerces de centre-ville et des commerçants qui les animent. Ça rejoint effectivement ce que vous nous disiez, Maxime, sur l'expérience. On en a eu des exemples très concrets avec vous, Jean-Pierre. Donc merci, merci beaucoup. Je me tourne vers nos fidèles participants. Est-ce qu'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres à poser avant qu'on les libère à nos 5 témoins et intervenants sur justement cette attractivité nouvelle des centres-bourgs et comment on peut s'en inspirer sur Nevers? Des témoignages, des compléments, des questions peut-être? Juste un petit témoignage, je suis parisien d'origine. Je suis venu dans la Nièvre en 2001 à Corbigny, dans un village de 2000 habitants où il y a pas mal de commerces d'ailleurs. Et quand même, la différence entre la grande ville, la métropole et Corbigny, c'était un peu raide au début. Et j'ai vraiment, donc c'était en 2001, j'ai vraiment apprécié le fait qu'à Nevers, il y a un centre-ville. Et maintenant, j'habite Fourchambault à côté. Et je vois les boutiques fermées. Alors apparemment, ça commence à reprendre. Mais franchement, c'était un crève-cœur parce que c'était une respiration. Pour quelqu'un qui justement venait de la ville et qui avait besoin de cette animation, de beauté aussi. Puis moi j'aime bien les centres-villes historiques, donc j'avais besoin de ça et de voir le centre-ville Nevers pas crever mais être malade, on va dire. C'est vraiment, ça m'a touché profondément. D'autant plus que je suis adjoint à l'urbanisme aujourd'hui. Mais voilà, c'est un témoignage. Et donc le centre-ville de Nevers, c'est pas que le centre-ville des Neversois, c'est aussi des gens de l'agglo, mais aussi bien plus loin, peut-être jusqu'à l'Orme.
comment des gens qui ont besoin de voir à un moment donné du monde, simplement, des belles choses, des boutiques, des vitrines. Et l'attractivité, elle va bien au-delà de la ville même de Nevers. Et des touristes aussi. Parce que ça, c'est hyper important. Dans toutes les villes, même les villes médianes, il y a souvent des attraits touristiques et des touristes, ils veulent justement des centres-villes qui soient différents. Parce que s'ils ont la même chose, s'ils retrouvent la même chose à Londres, Paris, Madrid, ça va pas le faire. Donc ce qu'ils aiment aussi en France, on a la chance encore d'avoir justement des centres-villes où il y a plein de commerces différenciants. Et c'est ce que recherchent beaucoup les touristes. Et par contre, effectivement, il faut trouver le moyen d'amener ces touristes dans ces commerces, parce que eux ils sont à la recherche justement de ça. Eux ils sont à la recherche de produits qui vont peut-être être fabriqués sur place, qui ont une histoire, comme disait Jean-Pierre. Donc effectivement il y a aussi cette population là qu'il ne faut pas oublier. Il y a gros potentiel là-dessus, et les touristes ils n'ont pas envie d'aller se balader, faire leurs courses, ramener quelque chose depuis un centre commercial. Donc voilà, ils vont venir faire l'acte d'achat avec une expérience en centre-ville. Juste un mot sur ce sujet-là. On est l'une des premières destinations touristiques mondiales et je trouve très imprudent qu'on ait laissé nos centres-villes en difficulté comme ça. Je pense que l'émiettement urbain y est pour beaucoup. Parce qu'effectivement, quand on a des petites communes qui veulent installer un grand centre commercial sans faire attention à la conséquence qu'il pourrait y avoir sur le centre-ville, c'est réellement un problème. Mais quand on est une grande destination touristique comme aujourd'hui, négliger nos centres-villes, c'est tout juste imprudent, je trouve, et dangereux. On va conclure avec vous, Pierrette. D'accord, merci. Je voulais juste répondre à monsieur parce que moi je suis comme vous, hein, ça m'attriste beaucoup de voir le centre-ville de Nevers tel qu'il est, mais je peux vous assurer qu'on vraiment déploie une énergie folle à essayer de le revitaliser. On est en contact avec beaucoup d'autres villes de même taille où on échange les bons procédés. On va sur le salon de la franchise, prospecter, et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enseignes qui seraient prêtes à venir à Nevers, mais effectivement les locaux ne se prêtent pas forcément à leur installation, et il faut également, et on a une personne dédiée à cela qui s'occupe des porteurs de projets, il faut trouver aussi des personnes qui sont prêtes à mettre un certain budget pour s'installer dans un commerce. C'est pas chose évidente, et pourquoi je vous disais au départ qu'on a plus de facilité à redynamiser. Alors peut-être qu'il faut repenser le centre-ville, peut-être que demain la rue piétonne, ça sera plus la zone numéro 1. Pourquoi pas, puisqu'on arrive plus à redynamiser les places annexes, Monsigny, même Saint-Arigle où on travaille aussi, ça je peux vous assurer, avec le fonds de pension propriétaire du local de Pollard, pour essayer de remettre quelque chose dans ce local-là. On a déjà réussi à remplir toutes les petites cellules du marché, enfin cellules c'est pas un joli mot, mais toutes les petites portions de boutiques qui sont en contrebas là, le long de la rue du Pont-Ciseaux. Et peut-être qu'effectivement notre ville, vu qu'elle a perdu beaucoup d'habitants ces 10 dernières années, que le cœur de ville s'est rétréci, peut-être qu'il faut la repenser dans sa globalité aussi et se dire que finalement dans 10 ans ou dans 20 ans, la zone commerciale la plus importante, ce ne sera pas la rue François Mitterrand. Mais je voulais juste vous rassurer que franchement c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et je pense que depuis quelques années, c'est vraiment une des priorités aussi des municipalités, de l'État. On le voit aussi par l'action Cœur de Ville qui est en cours pour faire revenir des habitants dans le centre-ville, parce que ce sont aussi les habitants des centres-villes qui consomment. Il y a les villes de l'agglomération, il y a les villes du département, mais il y a aussi, par exemple dans l'alimentaire, beaucoup les gens qui habitent en ville. Et donc on ne lâchera rien, on continuera à actionner tous les leviers possibles et imaginables pour qu'on ait un cœur de ville qui retrouve je dirais, sa modernité des années 70, que moi j'ai connu, j'étais petite, avec 3 grands magasins et les boutiques complètes partout. Voilà. Alors, merci Pierrette. Ce qui est assez intéressant, c'est l'échange qu'on avait ce matin au café avec Jean-Pierre Lehmann qui me disait, j'étais venu il y a 5 ans et là je sens un renouveau dans le centre-ville de Nevers. C'est ce que vous me disiez, Jean-Pierre, ce matin. Fabien, tu voulais compléter? Ou rajouter, enfin avoir
des éléments d'appréciation. Il y a quand même un premier exemple, c'est sur les modèles de commerce aujourd'hui. On sait par exemple que le modèle d'une maison de la presse, ça ne fonctionne plus, c'est terminé. On sait en face... non, mais on sait que le modèle, les maisons de la presse, globalement en France, les maisons de la presse, globalement en France, ferment aujourd'hui. Et elles ne s'en sortent plus. Notamment pour une raison simple, c'est que l'innovation s'en mêle et qu'on sait aujourd'hui imprimer un livre en 5 minutes. Vous avez un robot qui est en démonstration au PUF à Paris, qui a été d'ailleurs importé par un type de Clamcy. Vous rentrez dans la boutique, on vous offre un café, on vous file une tablette et vous commandez votre titre. 5 minutes après, vous partez avec le bouquin. C'est un vrai sujet, hein. Vous regardez les volumes d'impression des prix Goncourt depuis 10 ans, pas problème du stockage hein, de ces trucs-là, qui est un vrai sujet. Deuxième exemple, les pharmacies. Aujourd'hui, une pharmacie, pour qu'on soit dans le bon modèle, c'est 400 mètres carrés, parce que ce qu'on vend finalement le plus, qui fait le chiffre, c'est les lits, même plus que la parapharmacie, le lit adapté, etc. Bon. Premier élément, le commerce change, et c'est plutôt brutal, et on l'a finalement pas trop anticipé. Deuxième élément, pour essayer aussi d'être dans la réalité de l'action publique, aujourd'hui, dans ma commune par exemple, moins de 1500 habitants, en 2 ans, j'ai 20 activités, soit de création, soit de reprise, qui se sont manifestées. Bon, il y a quelque chose. J'avais 4 points de restauration l'année dernière, j'en ai 8 aujourd'hui, en 1 an, c'est considérable. Tout cela est en train de bouger. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'on va aller cocher toutes les cases. Et encore une fois, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je prends un exemple de boutiques d'un genre un peu nouveau, qui sont les boutiques associatives, qui ne sont pas soumises au même régime fiscal que les commerçants traditionnels et qui sont en train de se déployer sur le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il vaut mieux une vitrine vide ou est-ce qu'il vaut mieux une recyclerie qui fait bar à vin, qui accueille des concerts de jazz dans une commune de 1500 habitants, une fois par semaine, quasiment toute l'année? Et de qualité, me dit-on, aussi bonne que jazz à Nevers. Ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de faire des boutiques à l'essai. C'est-à-dire que la collectivité met à disposition pendant 6 mois, 1 an, le temps qu'on voudra, sans payer de loyer, pourquoi pas d'ailleurs prendre en charge les fluides, à quelqu'un qui veut tester son activité. Ça, aujourd'hui, ça existe, et ça va exister de plus en plus. De la même manière, ce qu'on appelle dans le langage technocratique les prêts à l'emploi, la collectivité construit un cube qu'elle va, enfin quelque chose, une dalle avec 4 murs autour, pour justement accompagner l'installation du commerçant quel qu'il soit. Le fait que les habitants eux-mêmes, on l'a fait chez nous, c'est-à-dire qu'on a tout ce dont je vous parle, on l'a testé, c'est des choses qui sont concrètes. Moi, j'ai depuis 2 ans, chaque mois de juin, entre 100 et 150 Lormois, 10% de la population, qui vont repeindre avec des peintures bio les huisseries de la vieille rue, enfin de l'ancienne rue commerçante. C'est-à-dire qu'au fond, un peu ce que vous disiez, je crois, tous les deux, il y a un moment où le fin mot de l'histoire, c'est de ne plus subir, mais d'être acteur de son propre développement. Et c'est donc bien toute la question démocratique et celle de la participation qui est en train de se poser, avec des professions qui, par définition, vous l'avez dit, sont des indépendants. Donc comment, sur ce type d'activité, ça vaut tout autant pour les artisans ou les médecins libéraux, on refait société, et on refait nous-mêmes, sans forcément attendre des programmes qui sont très utiles, Cœur de Ville, parce que ça vient, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, ça vient financer un peu d'ingénierie, mais la solution, elle ne viendra pas, encore une fois, d'en haut et de déclinaison de politique nationale, mais véritablement d'en bas et de prise en considération des besoins des gens, qu'ils soient commerçants, artisans ou consommateurs. Mais on n'est pas jamais que consommateurs. Merci à vous. Moi, ce que j'entends beaucoup dans ces 5 interventions, c'est autorisons-nous et osons finalement voilà, innover dans nos modes de franchise, innover dans notre aménagement et notre mobilité dans le centre-ville, innover aussi dans les expériences, que nos commerçants osent innover dans les expériences qu'ils peuvent apporter avec ce bel exemple effectivement du dé à coudre à Nevers. En tout cas, merci beaucoup à vous 5. Merci à vous d'être restés avec nous sur ce CIVIM qui ne fait que continuer jusqu'à ce soir. Merci, à bientôt.